l'inconscient et la voix. L'inconscient et la voix, le « et » étant aussi bien une coordination, ça c'est connu, que quelque chose qui noue autrement, par l'intermédiaire d'un verbe, inconscient et voix. Et dans la perspective que je rappelle à peu près chaque fois, c'est-à-dire dans perspective de nouage, c'est-à-dire une expérience de discours qui prend compte le fait que nous sommes des fils du langage, ça c'est là-dessus que repose la psychanalyse, comme expérience de discours, et comme expérience de discours aussi, ce qu'il peut en être du surgissement du lyrique. Parce que c'est comme ça que j'ai dit la dernière fois, j'introduis une temporalité, pour autant que ce n'est pas un lieu topologique, pardon, topographique. Hein. L'opéra est un lieu topographique, hein, c'est situé à un endroit, ça se voit, ça se repère, mais l'opéra, je dirais, en tant que ce qui transmet la dimension du lyrique, ça dépasse, ça transcende ce lieu à certains moments de l'aria. À certains moments de l'aria. Ça, c'est très important. De l'aria lyrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du lyrique comme ça, j'ai continue pendant 2 heures, 3 heures ou 4 heures, selon la durée de l'opéra. Alors, ce que j'ai introduit progressivement, c'est le fait que la voix, par essence, porte là, et que ce qui va permettre un nouage de la psychanalyse comme expérience de discours, que l'expérience de discours, qui est le discours analytique, on va laisser le mot psychanalyse de côté parce que on peut dire un peu n'importe quoi là-dessus. Hein. Le discours analytique, tel qu'en parle Lacan, je ne vais pas leur définir parce que c'est un peu compliqué, mais simplement pour bien faire référence à cette perspective-là, hein, qui met en jeu l'objet comme radicalement perdu, mais qui ne cesse d'être quêté, d'être cherché. Et c'est dans cette perspective-là que se situe la demande et le désir. Donc, et ceci, ça se fait, non pas par un instinct qui nous pousserait quelque part, ça c'est l'animal, hein, qui se met en route parce que c'est le printemps, parce qu'il y a des choses, etc., hein, même si ça peut jouer un peu aussi chez l'être parlant, hein, mais c'est autre chose, ce qui le met en route, c'est le fait qu'à cette occasion-là, il rencontre une réalité qui est en fait la réalité du fantasme. Ce qu'on appelle l'expérience de la réalité, c'est l'expérience du fantasme, à condition, bien sûr, qu'on ne s'en tienne pas au fantasme dans le sens commun, c'est toujours la même chose, hein, c'est-à-dire une espèce d'expérience imaginaire de quelque chose qui nous agite. Donc, qu'est-ce qu'il est possible d'avancer, de supposer de la rencontre ou du nouage du langage et du fait de parler, ça c'est l'expérience du discours analytique, et dans le même temps, qu'est-ce qu'il est possible de supposer de la rencontre du langage et de la voix, non plus celle qui parle là, celle avec laquelle je vous parle, mais une autre voix qui a été fabriquée. Là-dessus, il y a déjà beaucoup on va dire de désaccords. Hein. Est-ce que c'est une voix naturelle?
ou est-ce que c'est une voix qu'on crée? Ça, c'est une vraie question. On ne peut peut-être pas y répondre rapidement, mais on en parlera un peu plus un autre jour. Donc, de la rencontre du langage et de quelque chose qui survient lorsque la voix s'émancipe en passant. Il semble que le chanteur d'opéra et donc le chanteur lyrique est un passeur que je trouve plus particulièrement singulier qu'un acteur qui joue une pièce de théâtre. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des modulations particulières dans la voix qui vont mettre en jeu le rapport à une tension particulière qui est liée à la fréquence qui peut passer par la voix. D'une part, ça c'est important, pour arriver à la hauteur de la note, mais pas seulement. Toute la question est celle de savoir ce qui se passe, ou ce qui, plus précisément, peut, ils vont sur du possible, peut avoir lieu au moment même où quelque chose de l'ordre du... C'est pas du senti, même s'il y a du senti, c'est pas du ressenti, quelque chose peut avoir lieu au moment même où on part, comme je le disais la dernière fois, on part on ne sait pas où. Dans ce lieu particulier de bannissement, dont j'ai parlé, on est mis au banc particulier, c'est pour ça que ce que peut dire un psychanalyste, ce serait la raison pour laquelle, entre autres, c'est lié à sa voix, et non pas lié à l'histoire, même si l'histoire intervient, c'est la raison pour laquelle les chanteurs qui vont dans les aigus, peut-être plus particulièrement les ténors d'ailleurs, en général à l'opéra sont détruits, sont tués. On peut se demander pourquoi ils sont tués. Alors bien sûr, il y a une histoire, effectivement, ils aiment quelqu'un qu'ils ne devraient pas aimer, etc. Puis alors, il y a une vengeance. Bon. Et je trouve que c'est une singulière correspondance, ce moment-là particulier, où on ne sait plus bien où on est, où il faut être tout à fait présent dans la technique que l'on utilise pour faire sortir le brillant de la voix, tout en haut, dans les si bémol, si naturel, do contrute, etc., ou au-delà. Il faut être tout à fait présent, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout on va dire, en présence du public. Même si le public est présent. C'est-à-dire que celui qui aurait peur à ce moment-là du public, il ne pourrait pas, effectivement, me semble-t-il. Franco Corelli, qui est né, je crois que c'est à Milan en 1921 et qui est mort en 2001, oui, qui était un ténor dramatique, dont j'ai à peu près le timbre dans la voix, avait beaucoup peur, il avait le trac avant d'entrer en scène, il fallait quasiment le pousser sur la scène, et dès qu'il arrivait sur la scène, il était pris par la musique, c'est-à-dire que c'est la musique qui chante en lui. On ne chante pas de la musique, c'est la musique qui vient chanter. Alors vous voyez que ce que je vous disais, c'est que du coup, il y a bien sûr un texte, c'est la partition qui est écrite sur la partition, mais d'une part, chaque fois qu'on va le chanter, on va le chanter différemment, bien sûr, mais ça les acteurs de théâtre aussi vous le disent, mais en plus, ça faudra en discuter, même si on en discute, ça ne va pas changer grand-chose, parce qu'il y a toutes les chances que chacun défende son boucura, comme on dit, mais je crois que c'est l'expérience qui compte, c'est tout, il y a d'autres. Ce qui est sûr, c'est que quand on est dans... Quand on a effectué ce qu'on appelle le passage, c'est-à-dire le Fa et le Fa dièse,
eh bien, à ce moment-là, non seulement, comme le disent les maestros, ceux qui apprennent à chanter, à trouver cette voix, il y a beaucoup plus de brillant, etc. Mais il y a autre chose qui, personnellement, me fait penser beaucoup à ce que Lacan a nommé la signifiance. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le sens de ce qu'on chante. Et là, évidemment, je souligne quelque chose qui a mis en opposition l'opéra en France et en Italie, et qui, à mon avis, continue à mettre en opposition ceci, et qui a conduit au milieu du XVIIIe à ce qu'on appelle la querelle des bouffons. À l'occasion d'un opéra, Serva Patrona de Pergolèse. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé. Mais la question que je soulève, et qui est au cœur de l'expérience du discours analytique, c'est que bien sûr qu'il faut passer par le fait de parler et de dire quelque chose qui a du sens, hein, on va dire une sorte de livret qu'on écrit en parlant, mais c'est pas ça qui met en jeu le surgissement de l'inconscient. Pour que l'inconscient surgisse, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre, d'imprévu, et ce que j'avance ce soir, c'est que cet imprévu, c'est quelque chose qui nous trouve, c'est quelque chose qui nous trouve par le biais de cette muse qu'est la musique, hein, au niveau du lyrique, plus particulièrement, je pense, ce serait intéressant de discuter avec, c'est pareil, avec un chanteur d'opéra qui est une basse ou un baryton, ce qu'il en dit, parce qu'il se passe en lui, parce que c'est une expérience, c'est pas un enseignement universitaire, hein, il ne s'agit pas d'être unis, tous ensemble, d'être dans la même boîte, hein, comme je le disais la dernière fois. Hein. C'est tout à fait autre chose. Hein. C'est un 1, mais c'est pas le 1 unien. C'est pas de faire un comme dans un chœur ou dans une chorale. Hein, où il faut justement qu'il y ait un ensemble qui donne un certain timbre particulier. Hein. On est un au sens de ce qu'on appelle avec Lacan la dimension de lunaire, et lunaire n'est pas lunien. Lunaire, c'est quelque chose qui est la singularité. Bon, donc, ce que je veux dire par là, c'est que je touche, en vous parlant là, à quelque chose qui ne va pas de soi, qui a créé dans l'histoire, et qui continue à en créer, des oppositions, non seulement des oppositions techniques vocales, hein, mais des oppositions, pour autant que, eh bien, ou bien, un jour, quelque chose nous a sonné d'une manière ou d'une autre, et eh bien, on en a déduit qu'on est simplement un effet. On n'est rien d'autre, on est fait. On est fait, écrivons ça comme on veut, hein, on est fait, voilà. On est fait, un effet du langage. Alors bien sûr, il y a pas de tout ça, bon, d'accord. Il vaut mieux que ça soit à peu près en état, ça, hein, mais c'est pas ça la caractéristique de l'être parlant, puisque les chromosomes se trouvent chez les animaux, etc. Bon. Et tout ceci me permet effectivement d'avancer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on va prendre ce que je connais, c'est-à-dire le ténor, plus particulièrement, et en plus ce que je connais, c'est le ténor dramatique, c'est une voix relativement difficile à travailler, mais un bloc de marbre difficile à travailler, mais qui, lorsqu'il est bien travaillé, donne beaucoup plus de brillant qu'une voix légère. Hein, c'est logique, parce qu'une voix légère, si on veut continuer la comparaison, il n'y a pas tellement de marbre, on va dire. Hein, alors que là, il y a vraiment un bloc, et si tout le bloc est travaillé, ça donne quelque chose de très brillant, du relief, mais c'est toujours la même chose. Chaque fois qu'on va se remettre à chanter, même si on a une grande expérience, c'est pas mon cas, j'ai pas une grande expérience au sens de la durée,
Mais quand on reprend, il faut faire 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, chauffer la voix pour arriver à chanter les aigus. C'est-à-dire à trouver cette voix particulière qui en fait va nous trouver. Elle va nous trouver à partir du son de certaines voyelles, notamment le son de la voyelle I. Bon. Donc je trouve qu'il y a, c'est le cas de le dire, hein, je trouve qu'il y a une étrange, puisque c'est ça ma question depuis pas mal de temps, il y a une étrange correspondance entre le surgissement du lyrique, c'est-à-dire ce qui peut se passer dans l'expérience de l'aria, à un moment précis, et l'expérience de discours, qui elle aussi est liée au langage, qui est celle de l'expérience de la parole. La différence, je la rappelle, c'est que nous devenons des êtres parlants du fait que une certaine jouissance, comme je l'ai écrit la dernière fois, c'est pas le plaisir, hein. C'est pas la jouissance génitale au sens habituel, c'est plus compliqué que ça. Il faut entendre le mot oui là-dedans, hein, qui est la dimension de la voix et du cri. Une certaine jouissance s'est retirée, c'est pour autant que cette jouissance s'est retirée, l'a cédée, on va dire, hein, que nous accédons à la parole, c'est-à-dire, c'est quoi la parole? Mais nous accédons au dictionnaire, c'est-à-dire au sens. Autrement dit, et je reviens à nouveau là-dessus, nous sommes déchirés, divisés entre le sens qui nous permet de développer ce que je fais maintenant, quelque chose, hein, de développer quelque chose, mais ce développement du sens se fait au détriment de quelque chose qui a été perdu, mais pas complètement, et qui peut soudainement apparaître. Il n'est pas impossible que ce quelque chose apparaisse, et c'est ça, et là je rejoins Lacan, et c'est ça qui vaut la peine que la vie puisse être vécue. C'est ça. C'est-à-dire trouver la jouissance qu'il faut pour que la vie continue. Et en général, ce qui se passe dans la vie de chacun, c'est pas ça, évidemment. Hein. Ce n'est pas ça. Hein. C'est qu'on va essayer de trouver du plaisir dans le savoir. Bon, j'y suis passé par là, dans la médecine, dans tout ça, etc. Donc dans du sens. Hein. Et on va essayer de trouver du pouvoir, du sens par le pouvoir. Pouvoir exercer dans des institutions, dans une famille, au niveau de l'État, etc. Mais ce pouvoir-là se fait au détriment de cette jouissance dont je parle. Dont je parle, que j'essaie de faire apparaître là, et qui est en jeu dans le fait de parler, mais qui... Parce qu'il ne suffit pas de parler comme ça un peu rapidement, de la jouissance du corps, hein, c'est un peu simpliste. Hein. On va dire que c'est la jouissance de l'autre, le grand A, hein, d'accord, oui. Puis on va mettre même du grand A barré. Enfin, ça, c'est plus des références théoriques. C'est vrai que ça s'écrit comme ça. Hein. Et puis surtout, eh ben, les êtres parlants, on va appeler des êtres humains comme ça, hein, puisque c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus communicant, comme je disais la dernière fois. Hein. Et ben, les êtres humains, évidemment, ils vont utiliser les mots. Pourquoi? Ben pour se plaindre. Ou pour se plaindre des choses, ou pour se plaindre des autres. C'est-à-dire que dès qu'on se met à parler, en général, c'est d'une certaine manière pour mettre en place quelque chose qui peut rapidement tourner au complot. C'est comme ça. La parole, c'est ça. Alors ça peut peut-être avoir des vertus thérapeutiques. Et là, je ne parle pas du thérapeutique, là. Je parle, et même si ça a des vertus thérapeutiques, ça ne dure pas.
puisque de toute façon, le refoulé n'est pas touché, donc le symptôme ou un autre symptôme va réapparaître après. Puisque la grande question, elle est la suivante, qu'est-ce qui fait? Lacan va poser cette question-là à la fin d'un congrès, je pense que je ne sais plus exactement lequel, mais enfin, je pense que c'est vers les années 75, par là. Hein. Il pose la question, mais qu'est-ce qui fait? Ça veut bien dire qu'il ne sait, évidemment on ne sait pas. Hein. C'est pas parce qu'on ne sait pas que c'est pas opératoire, voilà, opératoire, opératif. Hein. C'est pas parce qu'on ne sait pas que ça. Qu'est-ce qui fait que par la vertu du signifiant, ce que j'essaie de vous dire, ce qui se passe, c'est pas du sens le signifiant. Hein. Ça représente le sujet pour un autre signifiant, hein, c'est la définition. Qu'est-ce qui fait que par la vertu du signifiant, il y a quelque chose qui s'arrange autrement, qui se noue autrement, et ceci dans l'expérience elle-même de parole, à condition de parler, il faut parler, il faut parler. Mais c'est pas pour comprendre ce qui est dit, c'est pour qu'on soit pris par quelque chose qui, à un certain moment, au fur et à mesure, du fait qu'il est usé au sens d'utiliser, va s'user jusqu'à la corde. Et donc, quelque chose d'autre va pouvoir apparaître parce que la pensée ne va pas comme ça toujours nous envahir là, pour nous plaindre, par exemple, pour nous plaindre de l'autre, pour nous plaindre de je ne sais pas qui, moi, de tous ceux qui ont le pouvoir, par exemple. Ça n'empêche pas que ça existe, évidemment, bien sûr. Et il est bien évident que nous sommes dans une période, depuis quelques décennies, où ça part dans ce sens-là, c'est-à-dire que le progrès, ben, c'est le refoulement. Voilà. Le progrès, c'est le refoulement. Donc il y a de plus en plus de symptômes, il y a de plus en plus de gens qui ne vont pas bien. Alors on va faire le dernier truc, c'est qu'on fait des lois et puis on fait des machins pour surveiller tout, mais ils sont suffisamment malins, ceux qui sont complètement pris dans une passion religieuse ou autre, pour savoir exactement comment il faut faire pour passer à côté des caméras. Moi, je trouve que ça, c'est un peu... Bref, laissons ça de côté. Ce panopticum, ça a été décrit il y a pas mal de temps, hein, ce regard qui est partout là, hein, oui, il vient s'opposer à cette dimension de la jouissance. C'est le surmoi, dont parle Freud, hein, c'est-à-dire ce qui fait obstacle à la dimension de ce qu'il y a à trouver pour que la vie puisse continuer. Donc, ce que je suis en train de dire, et la dernière fois je prenais des références historiques, c'est-à-dire ce qui a pu se passer à Rome, à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, hein, quand on a commencé à... qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, Rome, vous savez que ça a démarré avec Romulus et Rémus, enfin non, je ne sais pas trop. Enfin, au départ, Rome, c'était quand même des rois. Hein. Et à un moment, il y a une république qui arrive. Il n'y a pas eu de révolution, mais une république. Hein. Qui est arrivée avec des lois, etc. Donc des représentants. Mais il y avait toujours quand même les patriciens et les plébéiens. C'est-à-dire les patriciens, ben, c'était ceux qui venaient des patresses, c'est-à-dire les rois. Les patresses, c'est les pères. Hein. Non. Et puis les plébéiens, ben, c'était la plèbe, c'était le peuple, quoi. Et à un moment, le peuple, il a dit, non, c'est fini, on ne veut plus fournir des gens pour aller faire la guerre, on ne veut plus fournir aux patriciens pour se nourrir, etc. On va se retirer sur la montagne. Oh. Ils ont eu la trouille, hein. Ils ont eu la trouille, les patriciens, parce qu'ils sont dit qu'ils allaient venir, d'autant plus que, évidemment, ben, comme ça se passe toujours, hein, ce qui se passe au niveau de la communauté européenne, là, ben, il y en avait qui exigeaient, hein, qui en voulaient plus. Hein. Ils voulaient encore plus, évidemment. L'histoire, c'est toujours pareil. Hein. Il y a toujours des gens qui en veulent plus, c'est-à-dire qui veulent saigner les autres d'une certaine manière. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Le refoulement, c'est ça. Hein. C'est qu'on utilise, sans le savoir, son symptôme. On appelle ça le désir, d'ailleurs, hein, bien sûr. Hein. On appelle ça la croissance, tout ce que vous voulez. Hein. On appelle ça comme on voudra. Hein. On appelle ça l'amour, on appelle ça le respect, on appelle ça l'obéissance, tout ce que vous voulez. Hein. C'est un symptôme, hein, bien sûr. Pour que l'autre nous obéisse. Hein, quand on est là-dedans,
inimaginable de voir ce qui vient en consultation, ce que les parents viennent raconter, ben, ils nous écoutent pas, quoi. Ils nous écoutent pas, puis en plus maintenant il y a un nouveau truc, c'est l'hyperactivité. Ah oui. C'est vrai, ils n'écoutent plus, mais maintenant en plus. Alors qu'évidemment, tout ça c'est lié à quoi? Ben, c'est lié au fait qu'il y a de l'angoisse chez les parents. Alors, le gamin, il n'arrête pas de traduire par l'hyperactivité qu'il y a de l'angoisse chez les parents. Mais ça, il faudrait que les parents fassent un travail vraiment très poussé pour qu'ils s'en rendent compte. Bon, ça n'arrivera jamais, puisque maintenant, la solution, c'est... Qui nous vient, évidemment, de ce pays bienheureux qui est les États-Unis, ben, c'est les médicaments, en sachant qu'en 10 ans, on se rend compte que ça produit des lésions neurologiques. Dans 15 ans. Voilà. Ce sera la thalidomide il y a quelques années. Hein. Bon, enfin, bref. Ça se répète toujours pareil, le progrès c'est le refoulement. Voilà. Si on ne prend pas en compte ce dont j'essaie de parler, c'est-à-dire le fait qu'il y a quelque chose d'autre que le sens, plus exactement, que le sens est notre accès à la parole, hein, et notre accès à la parole divine, et notre accès à la religion, et notre accès au christianisme, au judaïsme, tout ça, les trois monothéismes, à l'islam, tout ça, ça repose sur le verbe. Le verbe. Au commencement était le verbe, mais non seulement. C'est pareil pour les musulmans, c'est pareil. Je dis du mal de personne, je fais que de constater ce à quoi j'ai cru pendant longtemps. C'est pour ça que je peux le dire. Au commencement, ben non, au commencement n'est pas le verbe. Voilà. Voilà. C'est pas ça du tout. Et surtout pour qu'il y ait un commencement de quelque chose, c'est pas par le verbe. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? C'est le Angelios, évangile en grec. Ça veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'au commencement, il y a quoi? Voilà. Et ben voilà. Il y a quoi? Il y a l'insaisissable. Il y a le quelque chose qui ne peut pas se ranger dans le dictionnaire. Il y a quelque chose qui peut s'entendre d'une certaine façon, hein, mais qui, s'il s'entend, ce quelque chose peut... Ah, peut quoi? Avec le possible. Ça ne transforme pas l'impossible possible. Hein. Ce qui ne cessait pas de ne pas s'écrire, voilà la formule, c'est dans le langage. Hein. Ce qui ne cessait pas de ne pas s'écrire, cesse, virgule, de s'écrire. Là je chante. C'est comme quand je respire dans un air. Ce qui ne cessait pas de ne pas s'écrire cesse de s'écrire. Ce qui compte, c'est que ça s'écrive. Ça s'écrive au sens de chante, que ça chante. Ça chante particulièrement. Ou alors, on peut encore dire autrement, hein, que quelque chose cesse de ne pas s'écrire. Mais c'est une négation. Dans la langue, c'est une pure... La négation, elle change de place. C'est tout. C'est pas une histoire de comprendre quoi que ce soit. La richesse de la langue, c'est ça. C'est que la négation change de place. Ce qui cesse de ne pas s'écrire ne cesse pas de s'écrire. Hein? Donc ce qui ne cesse pas de s'écrire cesse de ne pas s'écrire. Vous jouez, on joue avec ça. Mais c'est ça qui se passe quand on chante, à mon avis. C'est pas ce qu'on va vous raconter dans les écoles, hein. Mais en fait, c'est ça qui se passe. On est pris, c'est pour ça qu'on est banni. On peut pas, c'est pas possible ça. C'est pas possible d'accepter des choses pareilles. Ça paraît simple, c'est pas simple du tout. Donc, il y a dans la langue quelque chose qui peut bien sûr se dire, mais par un dit, comme je viens de le formuler là, hein. Mais il est possible qu'il y ait un événement particulier, à un moment particulier, qui fasse que
ce qui ne cessait de s'écrire cesse. Et si ça cesse, alors là, quelque chose de nouveau va apparaître. Et on quitte la dimension du sens, du dictionnaire, pour accéder à autre chose. Voilà. Je vais m'arrêter là ce soir.